Ma belle-mère se tenait au milieu du salon, accompagnée de la maîtresse enceinte de mon mari. Avec un mépris glacial, elle m'a jeté un chèque de 200 000 € au visage pour « compenser ma stérilité », comme elle disait. Mon mari, Léo, se tenait là, la tête baissée, sans dire un mot. Ce qu'ils ignoraient tous, c'est que sous mes vêtements, je portais un secret. Un secret qui allait causer leur perte et leurs éternels regrets. Voice mon histoire. Jane orais jamais imagine ki dance mon proper foyer. Dan si salon kinos avians am nagdinos mains, je veres mabelmer, Monique, bras desos avec chlo, la maîtresse di mon mari. Tlotate visiblement enceinte. Si tate une femme plus jeune que moi, questionate le avec arrogance, comme si elle tate et propriétaire des lieux. Monique a frappe du poing sur la table basse en accueillant, bracently silence pesant de la pais. Si quai suve fot l'ultimatum li plus cruel que j'ai jamais entendu de tout ma vie. Elle me regarde droit dans les yeux, li regarde Freud. Princess Diox sent 1000 € et quit cette maison immédiatement, at elle ordonne. Sa voix était tranchant comme une lame. Mon fils besoin d'une vraie femme. Une femme capable de lui donner un héritier. Pas une femme style comme toi. Cet instant, Jane a pas pu pleurer. Jane a pas cry. Jimmy Sue simplement fige. J'avais l'impression qu'il avait ni asper de la pais. Mes doigts se sont instinctivement crispes sur le tissu de ma robe. Lentement, j'ai tourné mon regard vers le homme que j'ai appelé mon mari depuis 5 ans. L'autre, la tabasse, silencieux comme une statue. Il ne pouvait ni pas me regarder. Salchet, son silence absolu, mi faisait 1000 fois plus mal que les paroles haineuses de summer. Ils restaient mi juger, mi jeter comme une vile ordure. Ils ni savaient pas qui sos mon poul ample, une petite vie communée tout just si former. Un secret incroyable grandissait en moi. Lire cruot, en si jure fatidique, marquerait lead but de lire chute feature. Je m'appelle Manon. J. 30 ans. Quelques heures avant que mon monde ne s'effondre, je vivais dans une boule de pour bonheur. Un bonheur que je croyais réel. Mais si sorel, l'air phrase de lion qui frappe mon visage en sortant de la maison, et les souvenirs des mots cruels et dices de accent 1000 € qui dansaient dans mon esprit, en tout chang. J'ai pris chique. GLA chair. Puis, encore et encore, GLA jouit en petits morceaux inutiles, les laissant voler au-dessus de la table basse comme des confettis. Votre argent n'a aucune valeur pour moi, et je dis, ma voix ferme et glaciale. Pas de larmes, pas de sanglots. Mon amour n'est pas avec cet argent sale. J'ai saisi un stylo. J'ai signé les papiers du divorce avec détermination. Sans aucune citation. Je pars, non pas parce que vos me chasses, mais parce que veversos les mitoit qui des gens comme vos me pavin day plus hot point. Sur si, j'ai tourne les talons. Jimmy sus dirige vers notre chamber couture. Jenny misus pas retourne, milors que j'ai entendu Monique crier derrière moi, femme ingrate. Si tu ne prends pas cet argent, ni viens pas te plaindre plus tard. Je n'avais aucun regret, pensais je. Je regrettais seulement d'avoir réussi 5 ans de ma jeunesse pour un homme qui n'en valait pas la peine. In silence, rapidement, j'ai mis quelques vêtements et effets personnels dans une petite valise. Alors que je faisais rouler la valise vers la porte, le bruit des roulettes ressonnait sur le parquet. Jesus passe devant Yaxtrois. Pas de revoir, pas un regard. Jesus sortit de la maison pour affronter la nuit fraîche. Ma main s'expose instinctivement sur mon ventre. Ils n'y savaient pas. Ils n'y savaient pas qui s'était pas une, mais deux personnes que ils venaient de mettre la porte. Ils n'y savaient pas non plus que la brebis que ils avaient pétinté sur le point de revenir sous la forme d'un loup pour tout reprendre. Jemisus dirige vers la guerre. Les portes du mur se sont refermes, m'important, moi et mon petit secret, loin 17 android qui faut autrefois mon foyer. C'était autrefois mon nid. Je n'ai pas pleur. Mes larmes semblaient avoir laissé apres le choc violent. Jesus reste assis,
Fixant silenciusement les lumières de la ville quid filiant dans la nuit, regardant les loiner. Gisentes mon mi vide. Creus. 5 ans. Les 5 plus belles ans d'imagenes. Je les lui avais dans. Je avais stat dans pour un amour qui je croyais un conte de fes. Aujourd'hui, il n'y restait que des papiers de divorce Freuds et l'émervrit quis conte de fes state un mensonge depuis l'id but. Jimmy souvenirs encore des souvenirs de ses cinquantenaires ans. Clairs doloriox comme un film de ralenti. J rencontre par une sord automne, il lay 5 ans. El poc, j'étais une analyste financier, frachement diplôme, travaillant pour une petite société de courtage. Lui était un jeune des incidents, dans sa dernière année de formation dans un grand hôpital de Lyon. L'était all pour un contrôle de routine. J'avais l'impression yes notre première rencontre. Facilement par sabiot, bien qu'il est réellement charmant, mais par l'idvaument et la chaleur qui brillant dans ses yeux. Yé milieu du chaos de un hôpital bond, il tait l'issue m'avoir kaut patiemment. Il m'avait expliqué mon tat de sant entail. Ses mainstayant dauses, professionnels. Il avait un sourire mira gentil, un sourire qui semblait capable de dissiper toutes les inquiétudes et les peurs d'un patient. Après premier rendez-vous, nas some scrois plusieurs fois yé bistrot y res de l'hôpital. Si est de que les conversations en comment. Il me parlait de ses gardes de nuit difficiles, du prix lev de la profession de des étudiants qu'il accablaient. Mais dans sa voix, il avait toujours une passion brûlante. Une soif de sauver des vies. De mon nid, je lui parlais du monde aride des chiffres et de la bourse. Il cotait avec admiration, les y explains de respect. Tu es une femme tellement intelligente, Manon. Disait-il. Comprender ses marches complexes, si est fascinant. Notre amour est venu naturellement, grandissant comme une fleur qui clot doucement. Ils est construit de fil des nurses improvis après ses gardes. Il s'est construit avec les plats faits maison que je lui apportais à l'hôpital dans des boîtes hermétiques, et par les messages quotidiens de soutien et d'attention. Il n'était pas riche. En tant que jeune résident, son salaire suffisait bien pour ses besoins. Il envoyait aussi de l'argent samarin overgin chaque mois. Mais il n'ima jamais fait sentir que nos manquons de quoi qui s'y saute. Il pouvait porter une vieille blouse usée, mais il économisait tout son fonds discrétionnaire du mois pour m'acheter une nouvelle robe pour mon anniversaire. Il pouvait manger des nouilles instantanées toute la semaine, mais le week-end, il s'assurait de m'emmener dans un bon restaurant. C'était lui qui insistait pour payer l'addition. Il prenait ma main au-dessus de la table et disait « Manon, pardonne-moi. Je ne peux pas encore te donner la vie que tu mérites. Mais fais-moi confiance, dès que nous aurons traversé cette période difficile, je te comblerai. Je t'offrirai le monde. » J'ai cru en ces mots. Je les ai bu comme de l'eau. Je n'avais pas besoin de choses matérielles. J'avais juste besoin de sa sincérité. Mais je ne me suis pas contenté de m'asseoir et de le soutenir émotionnellement. J'ai utilisé mes compétences. Une compétence que je n'avais jamais révélée à personne, pas même à lui. Je l'ai fait pour accélérer secrètement sa carrière. J'avais un secret, chers auditeurs. En apparence, je n'étais qu'une employée ordinaire avec un petit salaire. Mais en réalité, j'étais une investisseuse anonyme en bourse. Un fantôme dans la machine. C'était un talent naturel que j'avais découvert à l'université. J'avais une intuition unique pour les chiffres, un pressentiment qui se trompait rarement. Avec le petit héritage laissé par mes parents après leur accident, j'avais investi secrètement. Au fil des années, cet argent avait fructifié. C'était devenu une somme que beaucoup de gens ne gagneraient pas en toute une vie. J'étais assise sur une fortune. Je n'utilisais pas cet argent pour des voitures de luxe ou des villas. Je continuais à vivre simplement parce que j'avais peur. Peur que la richesse ne me change. Et j'étais terrifié à l'idée d'attirer des gens malhonnêtes qui n'en voudraient qu'à mon compte en banque. Je voulais juste trouver un homme qui m'aimerait pour ce que je suis vraiment. La femme ordinaire nommée Manon. Et quand j'ai rencontré Léo, j'ai cru avoir trouvé cet homme. Alors, j'ai utilisé mon talent, ma richesse secrète, pour lui servir de tremplin. Il avait du talent en tant que médecin,
mais dans l'environnement politique complexe d'un grand hôpital, le talent seul suffit rarement. Il avait besoin d'opportunités. Il avait besoin de connexions. J'ai secrètement utilisé mon fonds d'investissement, opérant sous une société écran et un nom d'emprunt. J'ai fait un don important à son hôpital pour l'achat d'équipements de chirurgie robotique de pointe. En échange de ce don, je n'avais qu'une seule condition. L'hôpital devait créer des opportunités pour que de jeunes médecins talentueux comme Léo puissent participer à des opérations majeures et être envoyés à Genève pour une formation avancée. L'opportunité s'est présentée comme je l'avais prévu, il a été sélectionné pour une équipe devant réaliser une opération cardiaque complexe, une opération autrefois réservée aux chefs de service. Il l'a réalisée avec brio. Son nom a commencé à être remarqué dans les revues médicales. Ensuite, il a été envoyé pour un court voyage d'études à Genève pour apprendre des technologies médicales avancées. À son retour, il semblait avoir des ailes. Il a enchaîné les opérations complexes avec succès. Il a sauvé de nombreux patients que d'autres médecins avaient abandonnés. Il s'est rapidement élevé du rang de simple résident à celui de l'un des plus jeunes et talentueux chirurgiens du centre médical. Il était si heureux ces jours-là. Il rentrait, me serrait dans ses bras et disait que tout cela était grâce à la chance et à mon soutien émotionnel inébranlable. Il ne savait pas que la déesse de la chance était la femme qu'il tenait dans ses bras. Je ne lui ai pas dit la vérité. Je ne voulais pas qu'il ait un complexe d'infériorité ou qu'il sente qu'il n'avait pas mérité son succès. Je voulais juste rester silencieusement derrière lui. Être témoin de son succès et de son bonheur. J'ai naïvement cru que mon sacrifice silencieux serait récompensé par un amour éternel. Pendant 5 ans, j'ai nourri cet amour. J'ai alimenté sa carrière avec tout ce que j'avais. J'ai pavé la route de rose de mes propres mains. Je ne m'attendais pas à ne pas être celle qui marcherait à ses côtés lorsqu'il emprunterait enfin le chemin de la gloire. Après que Léo eut consolidé sa position à l'hôpital, nous avons décidé de nous marier. C'était la décision que j'attendais depuis longtemps. Mais c'est là, au début même de notre, pour toujours, que les premières fissures ont commencé à apparaître dans notre histoire d'amour. Et la personne qui a créé ces fissures avec un burin et un marteau n'était autre que sa mère, Monique. Lorsque j'ai présenté Léo à sa mère, elle m'a accueilli avec un sourire qui semblait chaleureux. Mais derrière ce sourire, j'ai senti un regard scrutateur et froid. Elle évaluait ma valeur comme on évalue du bétail. Elle ne m'a pas posé de questions sur mon travail, mes passions ou ma personnalité. Seulement des questions comme « Que font tes parents ? Combien de frères et sœurs as-tu pour partager l'héritage ? Quel est ton salaire actuel ?» Quand elle a appris que j'étais orpheline et que je vivais simplement, le sourire sur ses lèvres s'est légèrement fané. Dès lors, elle a commencé à s'immiscer dans notre relation. Elle appelait souvent Léo, insinuant que je n'étais pas une partenaire appropriée pour un homme comme lui, dont le statut évoluait. Elle disait, « Mon fils, ne parle pas comme ça. Tu es un médecin respecté maintenant. Le mariage, ce n'est pas seulement épouser quelqu'un qu'on aime, mais quelqu'un qui peut aider ta carrière. Cette femme est peut-être douce, mais avec ses origines, elle ne sera qu'un fardeau pour toi. Regarde la fille du directeur municipal. Elle est belle et vient d'une bonne famille. Si tu épousais quelqu'un comme elle, ta carrière ne progresserait-elle pas davantage ? » Au début, Léo me défendait encore. Il se disputait avec sa mère, défendant notre relation. Il disait, « Maman, ne parle pas comme ça. J'aime Manon pour ce qu'elle est. Pas pour autre chose. Je n'ai besoin de l'aide de personne. Je peux réussir par moi-même. » Ces mots m'avaient profondément touché. J'ai cru que notre amour était assez fort pour surmonter tous les préjugés et l'avidité. Mais ensuite, une autre figure est apparue et a tout changé. C'était Chloé. En tant que fille unique de Pierre-Yves, le PDG des laboratoires Étoile de France, elle était une royauté dans le monde médical du pays. Chloé était belle, vive d'esprit et extrêmement arrogante. C'était une femme habituée à obtenir tout ce qu'elle voulait, quand elle le voulait. Et cette fois, elle voulait Léo. Elle l'a poursuivi ouvertement. Sans aucune honte. Même si l'homme était marié, elle utilisait des tactiques que je ne pouvais pas égaler en tant que femme, ordinaire. Elle offrait à Léo des montres de créateur coûteuses et des costumes sur mesure. Elle utilisait les connexions de son père pour créer des opportunités de conférences qu'il ne pouvait pas refuser. Sous le couvert de réunions d'affaires, elle l'invitait toujours dans des restaurants d'élite et des country clubs prestigieux.
Elle lui montrait un autre monde. Un monde de pouvoir, de célébrité et d'influence. Un monde qu'il n'avait jamais connu en grandissant en Auvergne. Plus important encore, elle a frappé en plein dans le centre de l'ambition de sa mère. Monique s'est réjouie comme un chercheur d'or trouvant une pépite lorsqu'elle a appris que Chloé était la fille d'un chef d'entreprise. Elle a vu Chloé comme un ticket en or. Le passe-partout capable d'ouvrir la porte vers un avenir radieux pour son fils. Elle a ouvertement commencé à les rapprocher. Elle ignorait l'alliance au doigt de son fils. Elle invitait souvent Chloé à dîner, la traitant plus chaleureusement que sa propre belle-fille. En revanche, elle devenait de plus en plus cruelle et désagréable avec moi. Chaque fois que j'étais là, elle mentionnait délibérément Chloé, la louant sans cesse. Puis elle se tournait vers moi juste pour me piquer. Elle disait, « Ça, c'est une femme issue d'une bonne famille. Belle, compétente et connectée. » Simon Léo l'épousait, un seul appel de son père et il aurait une clinique privée de luxe immédiatement. Il n'aurait plus à trimer pour les autres. Ces mots étaient comme un poison lent qui grandissait progressivement dans la conscience de Léo. Un homme d'origine modeste qui avait tant lutté pour atteindre sa position actuelle se voyait soudain offrir un raccourci vers le sommet. Et lentement, douloureusement. Je l'ai regardé mordre à l'hameçon. Comment meurt un mariage? C'est rarement une explosion soudaine. C'est une famine lente. Cela se produit dans le silence entre deux personnes assises sur le même canapé. Cela se produit quand ils cessent de vous regarder dans les yeux. Léo a changé petit à petit, obsédé par le monde étincelant que Chloé lui offrait. Au début, ce n'était que des nuits tardives à l'hôpital. Ou des dîners de réseautage qui, disait-il, étaient essentiels pour sa carrière. Mais ensuite sont venus les parfums. Il rentrait à la maison, ne sentant pas le savon antiseptique de l'hôpital que je connaissais, mais un parfum fort et coûteux. Une odeur musquée et florale qui persistait sur son col. J'ai vu les SMS trop courts. Les appels téléphoniques qu'il prenait dans une autre pièce, chuchotant d'une manière que je ne devais pas entendre. Mon cœur se brisait petit à petit. Chaque jour était douloureux. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté de vase. Je n'ai pas exigé la vérité. J'ai ravalé ma fierté. Je suis restée silencieuse, espérant que ce n'était qu'une phase. Je me disais que parfois les hommes s'égarent quand ils sont aveuglés par l'ambition. Et que si je l'aimais assez, il se souviendrait des vœux que nous avions faits 5 ans auparavant. Je voulais être le refuge sur vers lequel il reviendrait finalement. Mais l'espoir est une chose dangereuse. Surtout quand l'homme que vous aimez est parti depuis longtemps. La distance entre nous s'est creusée pour devenir un gouffre. Léo, le gentleman que j'avais épousé, l'homme qui laissait des post-it sur le miroir de la salle de bain disant que j'étais belle, avait disparu. À sa place, un étranger froid obsédé par le statut. Il n'était plus seulement un médecin. Il était un arriviste social, entraîné dans le monde de la haute société par Chloé et son père puissant. Ses excuses sont devenues des insultes à mon intelligence. Des chirurgies d'urgence qui n'étaient pas réelles. Des réunions d'actionnaires au milieu de la nuit. Mais je voyais la vérité sur les réseaux sociaux. Les amis de Chloé postaient des photos d'eux lors de galas ou dans des restaurants 5 étoiles en ville. Sur ces photos, Léo la regardait avec une faim qu'il ne m'avait pas montrée depuis des années. J'avais l'impression que des milliers d'aiguilles me transperçaient la poitrine chaque fois que je faisais défiler les photos d'eux en train de rire en buvant du champagne. Pendant que moi, j'étais assise à la maison à attendre avec un dîner froid. J'ai essayé d'être parfaite. Je cuisinais ses plats préférés. Je gardais la maison impeccable. Je portais les robes qu'il aimait autrefois. Je pensais que si j'étais l'épouse parfaite, il se réveillerait. Mais mon silence ne l'a pas réveillé. Cela l'a seulement enhardi. Il ne se cachait plus. Il rentrait à 2 heures du matin avec une tache de rouge à lèvres sur sa chemise. Et quand j'essayais de toucher son bras, il me repoussait avec un soupir d'exaspération. Et il y avait aussi sa mère. Monique ne cachait rien de son mépris. Elle observait l'effondrement de mon mariage avec un regard plein de satisfaction. Elle mettait même du sel sur ma plaie. Chaque fois que Chloé visitait notre maison, sous prétexte d'affaires, Monique me traitait comme une servante. Elle me faisait préparer du thé, servir des fruits. Me faire les servir. Elle me forçait à observer leur flirt dans mon propre salon. Elle voulait me détruire. Elle voulait que je me sente petite.
Je me souviens encore de ce qu'elle a dit à Chloé devant moi, que j'étais doué pour les tâches ménagères et que je serais une excellente domestique pour l'avenir de la famille. Elle me traitait comme un simple espace réservé. Une esclave qui chauffait le siège pour la femme qu'elle voulait vraiment comme belle-fille. Je vivais un enfer personnel. J'avais perdu 5 kilos. Mes yeux étaient gonflés en permanence à force de pleurer sous la douche pour que Léo ne m'entende pas. Je pensais à partir chaque jour. Mais 5 ans, c'est long à effacer comme ça. Chers auditeurs, ressentez-vous aussi le poids des émotions de Manon? Avez-vous déjà vécu la douloureuse vérité que l'amour n'est parfois pas suffisant? Si vous vous reconnaissez dans son histoire, partagez-le dans les commentaires. Vos histoires et sentiments sont importants pour nous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires qui enrichiront nos cœurs et nos esprits. Et puis, le miracle s'est produit. Ce fut le moment le plus confus, effrayant et magnifique de ma vie. J'ai ressenti des nausées un matin et j'ai fait un test. 2 lignes roses claires. Je me suis assise sur le sol froid de la salle de bain, tenant ce bâtonnet en plastique, et j'ai pleuré. Mais pour la première fois depuis des mois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de joie pure. J'allais être mère. Ce bébé était la réponse. Dans mon cœur naïf, je croyais que cette vie innocente serait le pont qui nous réunirait. Je pensais que lorsque Léo apprendrait qu'il allait être père, l'ancien Léo reviendrait. Il comprendrait ce qui était vraiment important. J'ai décidé de le lui dire pour notre 5e anniversaire. Je voulais que ce soit parfait. Un grand geste pour réinitialiser notre vie. J'ai pris congé du travail. J'ai passé des heures à transformer la maison. J'ai acheté 3 douzaines de roses rouges. J'ai rempli le salon de l'odeur des fleurs fraîches et de bougies à la vanille. J'ai préparé le bœuf bourguignon qu'il aimait tant. J'ai ouvert une bouteille du même Bordeaux millésimé que nous avions bu le soir où il m'avait demandé en mariage. J'ai dressé la table pour 2. Au centre, j'ai placé une petite boîte cadeau en velours. À l'intérieur, ce n'était pas une montre ou des boutons de manchette, mais le test de grossesse positif et la première échographie. J'avais imaginé la scène très clairement dans mon esprit. Il rentrerait. Il verrait mes efforts et ses murs s'effondreraient. Il ouvrirait la boîte, verrait notre bébé et tomberait à genoux, demandant pardon, me serrant dans ses bras, promettant de ne plus jamais faire d'erreur. Je me suis accroché à ce fantasme comme à une bouée de sauvetage. Je portais ma plus belle robe en soie, attendant 19 heures. Mais 19 heures sont passées. Puis 20 heures. Puis 21 heures. Les bougies s'étaient consumées, la cire coulant sur la nappe. Le bœuf avait refroidi et figé. Mes appels tombaient directement sur la messagerie vocale. À 22 heures, le silence dans la maison était assourdissant. Je tremblais, non pas de froid, mais d'une peur rampante. Enfin, peu avant 23 heures, les phares d'une voiture ont illuminé la fenêtre. J'ai entendu la portière claquer. Mon cœur battait la chamade. J'ai couru vers l'entrée, un sourire aux lèvres, prête à lui pardonner son retard. Mais quand la porte s'est ouverte, mon monde s'est effondré. Léo n'était pas seul. Il était avec Monique, et derrière eux se tenait Chloé, avec un sourire méprisant et triomphant. Ils n'étaient pas venus fêter notre anniversaire. Ils étaient venus pour m'achever. Je suis resté là, entouré de bougies mourantes et du dîner froid, les regardant tous les 3 comme des bourreaux. L'atmosphère romantique que j'avais créée semblait pathétique. Une blague cruelle. Monique a parlé la première. Sa voix a traversé la pièce comme un couteau dentelé. Elle m'a dit d'arrêter de m'humilier. Elle m'a dit que Léo avait fait son choix, et puis elle a porté le coup de grâce. Elle a pointé Chloé du doigt et a annoncé qu'elle portait l'héritier de la famille. Chloé a montré son ventre, se vantant. Ce mot est resté suspendu dans l'air. Héritier. Pendant des années, Monique m'avait traité d'arbre stérile. Et maintenant, la maîtresse leur donnait ce que j'étais soi-disant incapable de donner. J'ai fixé Léo, le suppliant du regard de dire quelque chose. De me défendre. De montrer ne serait-ce qu'un peu de regret. Mais il a juste regardé le sol. Il ne pouvait même pas me regarder. À cet instant, j'ai vu sa lâcheté. J'ai réalisé que l'homme que j'aimais était mort. Il avait choisi la voie facile, l'argent, l'influence. Il était prêt à me jeter comme les ordures de la veille.
Vous connaissez la suite. Le chèque de 200 000 € jeté à mon visage. Les papiers du divorce. L'ordre de quitter ma propre maison. Debout là, écoutant leurs insultes, quelque chose en moi a changé. La douleur s'est transformée en glace. J'ai posé ma main sur mon ventre, ressentant un besoin de protection soudain et intense. J'ai chuchoté à mon bébé à naître une excuse silencieuse pour avoir un tel père. Et puis j'ai fait une promesse. J'ai promis que je suffirais. J'ai promis que je donnerais le monde à cet enfant et que je le ferais seul. Je ne pouvais pas leur dire que j'étais enceinte. Si je le faisais, ils penseraient que j'utilisais le bébé comme appât. Ou pire, ils essaieraient de me prendre mon enfant. Monique ne permettrait jamais qu'un petit-fils soit élevé par quelqu'un qu'elle détestait. Je devais protéger mon bébé de leur toxicité. Alors j'ai déchiré le chèque. J'ai signé les papiers. Je suis passé devant eux sans une larme. J'ai pris mon sac et je suis sorti dans la nuit fraîche. J'ai marché jusqu'à la gare. Les portes du TER se sont refermées. Mais je ne suis pas allé chez une amie. Je ne suis pas allé dans un hôtel bon marché pour pleurer dans un oreiller. J'ai donné au chauffeur de taxi, une fois arrivé en ville, une adresse qui ferait tomber la mâchoire de Léo. Les résidences royales de Lyon. C'était la tour résidentielle la plus exclusive de la métropole, un endroit où vivaient des athlètes professionnels et des PDG. Quand je suis entré dans le hall en marbre, le concierge a hoché la tête et a maintenu l'ascenseur pour moi. J'ai appuyé sur le bouton du dernier étage, le Penthouse. J'ai passé ma carte magnétique noire et les portes se sont ouvertes directement sur mon sanctuaire. Un duplex de 500 mètres carrés, avec des murs vitrés du sol au plafond, surplombant toute la skyline scintillante de la ville. C'était mon appartement. Je l'avais acheté des années auparavant avec mon propre argent. Mais je ne l'avais jamais habité. Je l'avais gardé vide parce que je voulais construire une vie avec Léo. Dès le début, je voulais que notre succès soit quelque chose pour lequel nous avions travaillé ensemble. Vous voyez, j'avais un secret que Léo ignorait. Je n'étais pas seulement une humble analyste financière avec un petit salaire. C'était une couverture, un costume que je portais pour me sentir normal. En réalité, j'étais une baleine en bourse. Une investisseuse fantôme. Depuis l'université, j'avais un don inné pour lire le marché, prédire les tendances et transformer des milliers en millions. Ma valeur nette était probablement le double de la valeur des laboratoires Étoile de France du père de Chloé, même dans ses meilleurs jours. Je l'avais caché parce que j'avais peur que les hommes ne veuillent que mon argent. Je voulais être aimé pour moi, Manon. Pas pour mon portefeuille. Je pensais que Léo était cet homme. J'ai joué le rôle de l'épouse solidaire qui lutte, parce que je pensais que nous bâtissions une fondation d'amour. Je me suis trompé. J'étais Cendrillon qui nettoyait volontairement le sol, cachant sa couronne dans le placard. Mais ce soir, debout au milieu de mon Penthouse sombre et luxueux, regardant les lumières de la ville, la servante avait disparu. Je ne pleurais plus. Cendrillon était retournée dans son palais. Et cette fois, elle avait fini d'être naïve. J'étais prête à être reine. Et la première chose qu'une reine doit faire est simple. J'ai pris mon téléphone. Il était temps de se mettre au travail. J'ai utilisé ma ligne sécurisée et j'ai appelé le numéro de Maître Nicolas, mon associé de confiance et l'homme qui gérait mon portefeuille depuis des années. Quand il a répondu, sa voix était professionnelle et vive. « Allô, Nicolas » ai-je dit. Et ma voix sonnait plus froide que jamais. Ferme, déterminée. Il est temps d'activer le plan A. Je veux retirer chaque investissement et chaque flux de soutien financier indirect que nous avons accordé au centre médical de Lyon au cours des 3 dernières années. Plus précisément, tout ce qui est lié à Léo doit être coupé immédiatement et totalement. Je n'ai pas attendu de confirmation car je savais que Nicolas exécuterait l'ordre dans l'heure. Ensuite, j'ai appelé un service de conciergerie d'élite de la ville. Je leur ai dit que j'avais besoin d'une équipe de soutien complète. Elle devait être constituée dans les 48 heures. J'avais besoin du meilleur obstétricien du pays, d'un nutritionniste personnel spécialisé dans la santé prénatale, d'un instructeur de yoga privé et d'une gouvernante discrète. J'ai précisé que l'argent n'était pas un problème. Je voulais juste le meilleur de tout, car je construisais une forteresse autour de moi. Enfin, je me suis tenu devant le miroir du sol au plafond de ma chambre principale et j'ai regardé la femme qui me fixait. La femme naïve et simple qui suppliait pour l'amour de son mari n'était plus.
Manon était de retour. J'ai posé une main doucement sur mon ventre où grandissait mon secret. Mon petit enfant, ai-je chuchoté au miroir. À partir de maintenant, c'est juste nous deux. Maman te donnera le monde. Alors que je commençais ma nouvelle vie dans la solitude et l'abondance, cachés à leur vue, ceux qui m'avaient libéré célébraient ce qu'ils croyaient être leur bonheur éternel. Près d'un mois après avoir signé les papiers du divorce. Le Toulion ne parlait que du mariage le plus grandiose de la décennie. Le marié n'était autre que Léo, mon ex-mari, et la future mariée était Chloé, l'enfant doré portant ce qu'il croyait être l'héritier de l'empire pharmaceutique. J'ai vu les photos en ligne depuis la sécurité de mon salon. Les gens s'émerveillaient devant la cérémonie à plusieurs millions d'euros, la robe conçue sur mesure pour elle et la procession de voitures de luxe qui ressemblait à une rivière d'acier le long des boulevards. Pour Léo, c'était l'apogée de ses rêves. Il était devenu le nouveau directeur de la clinique privée Pierre-Yves. Une installation moderne et coûteuse financée par son beau-père. Monique, quant à elle, avait emménagé dans un manoir, vivant le luxe qu'elle n'avait vu auparavant que dans les films. Mais derrière tout cet éclat se cachait une froide réalité. Même si Léo avait le titre de directeur, il n'était rien d'autre qu'une marionnette. Aux yeux de la famille de Chloé, il était un opportuniste, un homme d'origine modeste qui s'était marié au-dessus de sa condition. Pierre-Yves était un patriarche autoritaire qui contrôlait chaque aspect de son empire d'une main de fer. Il méprisait ouvertement Léo. Chaque décision dans la clinique, de l'embauche du personnel de nettoyage à la gestion financière, devait d'abord être approuvée par le bureau de Pierre-Yves. Pendant qu'ils étaient occupés à parader, j'agissais silencieusement dans l'ombre. Lors d'un appel vidéo avec Nicolas, j'ai exposé mon plan. Je lui ai ordonné d'étudier toute la chaîne d'approvisionnement des laboratoires Étoile de France et de la nouvelle clinique de Léo. Il n'a pas fallu longtemps pour découvrir leur faiblesse, un défaut fatal. Leur opération entière reposait sur un seul fil, des équipements médicaux spéciaux et des médicaments provenant de quelques fabricants sélectionnés en Asie. En utilisant mes fonds d'investissement et par le biais de sociétés écrans sans aucune trace de mon nom, j'ai lancé une campagne d'achat secret. Un par un, j'ai pris le contrôle de 3 des plus grandes entreprises d'équipements médicaux et de 2 laboratoires pharmaceutiques en Asie. C'étaient précisément les principaux fournisseurs sur lesquels comptaient les laboratoires Étoile de France. Une fois que j'ai eu le contrôle, j'ai donné mon ordre. C'était simple et clair, arrêter temporairement toutes les expéditions de nouvelle génération d'équipements et de médicaments vers la France. La raison officielle était une restructuration massive de l'entreprise et la recherche d'un nouveau distributeur exclusif. Ce distributeur, bien sûr, était aussi une entreprise que je possédais. L'effet a été rapide et brutal. La clinique de Léo a été la première touchée. Les commandes de nouvelles machines et de médicaments essentiels ont été soudainement refusées ou retardées indéfiniment. Les patients qui payaient cher ont commencé à se plaindre. Les avis négatifs en ligne se sont multipliés. Les poursuites judiciaires ont commencé à affluer en raison des opérations et des traitements retardés. Léo a paniqué. Il a cherché d'autres fournisseurs, mais il ne pouvait trouver personne avec la même qualité et la même technologie. Il ne savait pas que les portes auxquelles il frappait étaient déjà sous mon contrôle. Lors d'un dîner de famille, Pierre-Yves a déversé sa colère sur Léo. Il l'a traité de malédiction. Une poisse qu'il avait apportée dans leur famille. Au milieu de l'humiliation, dans sa solitude la nuit, les souvenirs des jours où nous étions ensemble ont commencé à revenir à l'esprit de Léo. Il se souvenait de la paix dans notre foyer simple, de mon soutien qui ne demandait rien en retour. C'est là qu'il a commencé à sentir que dans sa quête d'une pierre brillante, il avait jeté un vrai diamant. Les 9 mois de ma grossesse ont été un voyage d'amour de soi et de la vie qui était en moi. J'ai fait de mon Pentouse un sanctuaire. Je m'entourais de musique classique. Je lisais des livres pour mon enfant et pratiquais le yoga prénatal. Je ne me sentais pas seul. Le bébé était mon compagnon constant. Chaque fois que je sentais un mouvement ou un coup de pied, mon cœur s'élargissait d'un amour si intense que j'en pleurais. C'était un amour pur. Sans attente de retour. J'admets qu'il y avait des nuits, au milieu du silence, où une petite tristesse me rendait visite. L'idée que mon enfant grandirait sans une famille complète. Mais je chassais rapidement cette pensée. Je me regardais dans le miroir. Je caressais mon ventre et disais à mon enfant, c'est juste nous deux, et nous nous suffisons. Pendant que j'étais dans mon paradis tranquille, l'empire de Pierre-Yves se transformait lentement en un enfer ardent.
La crise d'approvisionnement à la clinique de Léo est devenue une vague géante qui a tout détruit. Il s'est envolé vers différents pays. Il a essayé de parler aux fournisseurs, mais tout ce qu'il a reçu, ce sont des refus froids et des portes fermées. Les meilleurs médecins de la clinique, incapables de travailler sans l'équipement adéquat, sont partis un par un. Les procès se sont multipliés et les protestations des patients se sont intensifiées. Les médias ont commencé à en parler. Le nom de la clinique privée est devenu synonyme de négligence. Dans le manoir, chaque dîner était un champ de bataille. Pierre-Yves n'arrêtait pas d'humilier Léo. Il le traitait d'échec, de parasite suçant la richesse de sa famille. Il lui rappelait toujours ses origines modestes comme si c'était un péché impardonnable. Chloé, qui était autrefois pleine d'amour, est devenue une femme froide et critique. La seule chose qui comptait pour elle était l'argent et leur statut social. Un soir, au milieu de leur dispute, elle a dit à Léo, « Si tu ne peux pas arranger ça, ne t'attends pas à ce que je reste pour ce voyage vers la misère. » Léo s'est complètement effondré. Il était seul avec son problème, incapable de dormir et perdant du poids rapidement. Mon image, mon visage de l'époque où nous étions heureux, mes paroles de soutien ont commencé à revenir vers lui comme des fantômes. C'est là qu'il a pleinement réalisé son erreur. Il avait tout échangé pour un rêve qui était maintenant devenu un cauchemar. Le coup de grâce est venu de Pierre-Yves. Pour sauver le reste de son empire de la honte et de la faillite, il a forcé la déclaration de faillite de la clinique. En un instant, Léo a tout perdu, sa carrière, son argent, son respect de soi. Après une dispute bruyante, Chloé l'a quitté. Elle lui a tout reproché et a dit sans ménagement qu'elle n'était plus sûre de vouloir l'enfant qu'elle portait. Sans endroit où aller, sans argent et le cœur brisé, Léo est retourné dans le petit appartement de sa mère. Il a fait face à l'amère réalité que tout ce pourquoi il avait travaillé et s'était sacrifié n'avait abouti à rien. Chers auditeurs, si vous écoutez encore à ce stade, commentez le numéro ci-dessous pour que je sache s'il y a encore des amis qui m'accompagnent dans ce voyage. Votre présence est la plus grande inspiration pour que je raconte la partie suivante. Merci beaucoup pour votre amour et votre soutien. Un mardi soir, alors que je faisais des exercices sur mon tapis de yoga dans le Penthouse au son de la musique classique, les premières contractions sont arrivées. Ce n'était pas une douleur ordinaire. C'était le moment. Mon enfant avait décidé de faire sa grande entrée plus tôt que prévu. Mon personnel m'a emmené à l'hôpital de la Croix-Rousse où j'avais déjà un forfait prêt. Mais le destin avait d'autres plans. Mon médecin, le docteur Nelson, un obstétricien renommé, ne pouvait pas venir. Il avait été impliqué dans un accident de voiture. Le directeur de l'hôpital était inquiet mais il m'a assuré qu'ils avaient un remplaçant. Un nouveau médecin très talentueux. Il venait juste d'arriver de Genève et travaillait maintenant avec eux. Son nom était Dr Léo. On m'a emmené en salle d'accouchement. La douleur était presque insupportable. Et puis le médecin est entré, masqué et coiffé d'un bonnet chirurgical. Je ne pouvais pas voir son visage, mais il a commencé à parler, lisant mon dossier médical aux infirmières. Cette voix. Cette voix que je n'oublierai pas même si je vivais 1000 ans. Léo, ai-je chuchoté. Ma voix était à peine audible au milieu de ma respiration haletante. Il s'est figé. Il a levé les yeux du dossier et m'a regardé. J'ai vu le choc dans ses yeux au-dessus du masque. Il l'a lentement baissé. Manon ? A-t-il dit presque en chuchotant. Le dossier qu'il tenait est tombé au sol. Comment es-tu arrivé ici ? Les infirmières se regardaient, confuses. Avant que je puisse répondre, ses yeux se sont posés sur mon gros ventre qui montrait clairement ma grossesse. Tu es enceinte ? A-t-il demandé. Sa voix était pleine d'incrédulité. Depuis combien de temps ? De qui est cet enfant ? Tu t'es remarié ? Les questions s'enchaînaient mais je ne pouvais plus répondre. Une contraction très intense est arrivée et j'ai crié de douleur. Ce cri a ramené Léo à son rôle de médecin. Le choc personnel a été remplacé par le devoir professionnel. Il a agi rapidement, donnant des ordres aux infirmières. Ce fut un accouchement difficile. Plein de tension et de douleur. « Docteur, s'il vous plaît », ai-je dit en haletant, les larmes coulant sur mon visage. « Sauvez mon enfant. » À cet instant, il n'était plus le Léo qui était mon ex-mari. Il était médecin et j'étais sa patiente. Et enfin,
Après ce qui a semblé être une souffrance sans fin, j'ai entendu le plus beau son du monde, les pleurs de mon enfant. L'infirmière a tendu le bébé à Léo. Il l'a enveloppé dans une couverture et l'a doucement approché de moi. Mais alors qu'il tenait mon enfant, il s'est figé. Il a fixé le petit visage du bébé, la forme du nez, les yeux. Il s'est vu lui-même. Cet enfant, a-t-il chuchoté. Sa voix tremblait. Il me ressemble. Manon, dis-moi la vérité. Est-ce que cet enfant est le mien? Je n'ai pas parlé. Je l'ai juste regardé et j'ai souri d'un sourire triste. C'était la réponse dont il avait besoin. La force semblait avoir quitté ses genoux. Il est tombé à genoux à côté de mon lit, tenant toujours notre enfant. Les larmes coulaient librement de ses yeux. Il a serré le bébé contre lui et a commencé à sangloter sans retenue. Un son mêlant regret, tristesse et compréhension. Pardonne-moi, sanglotait-il. Pardonne-moi, Manon. Pardonne à ton père, mon enfant. Et dans cette pièce, entre la vie et la mort, toute la vérité est sortie, douloureuse et irréversible. Le lendemain, dans ma chambre privée à l'hôpital, il y avait une paix fragile alors que je tenais mon enfant. Mais cette paix fragile n'était que le début de la tempête. La tempête que j'attendais a enfin éclaté et elle a été plus violente et surréaliste que je ne l'imaginais. Dans un hôpital, les secrets se propagent plus vite que les microbes. La nouvelle que le docteur Léo, le mari de la riche Chloé, avait accouché une patiente VIP qui s'avérait être son ex-femme s'est répandue dans les couloirs comme une traînée de poudre. Soudain, la porte de ma chambre s'est ouverte violemment. Monique et Chloé sont entrées. Leur visage était plein de colère. « Femme sans vergogne !» a crié Monique. « Quelle tromperie grossière as-tu utilisée pour qu'il t'accouche? Et qui est le père de cet enfant ?» a renchéri Chloé. Ses yeux lançaient des éclairs. « Qui as-tu utilisé pour avoir un tel luxe ?» Léo était à mes côtés, n'ayant pas quitté la chambre depuis la veille. Il a essayé de les calmer. « Arrêtez maintenant. C'est un hôpital. » Mais elle n'écoutait pas. Chloé a poussé Léo et s'est approchée du berceau de mon enfant comme si elle allait faire quelque chose de mal. Léo et moi avons crié en même temps, « Ne fais pas ça !» À cet instant précis, une voix calme a rempli la pièce. Je pense que cela suffit. Nicolas est entré, accompagné de 2 policiers en uniforme et de mes gardes du corps personnel. La pièce est devenue soudainement silencieuse. Nicolas s'est tourné vers Chloé. « Madame Chloé. Nous sommes ici pour une affaire sérieuse. En tant que représentant d'un investisseur majeur des laboratoires Étoile de France, nous avons obtenu des preuves irréfutables que votre père, Pierre-Yves, et son entreprise sont impliqués dans des activités frauduleuses massives, y compris la fabrication de faux médicaments et une évasion fiscale à grande échelle. » Chloé a blêmi. Même Monique était stupéfaite. Un policier s'est approché. « Chloé et Monique, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de complicité dans ces crimes. » Chloé a commencé à devenir hystérique, criant et se débattant pendant qu'on lui passait les menottes. Monique, elle, est restée silencieuse. Elle m'a regardé, un regard plein de haine et de peur. Et avant d'être complètement emmenée dehors, elle a murmuré d'une manière que seul moi pouvais entendre, « Qui es-tu vraiment ?» Léo restait debout dans un coin. Comme une statue. Regardant l'effondrement de tout ce dont il avait rêvé. Sa mère et sa femme emmenés par la police. Le nom de la famille dans laquelle il était entré était souillé et sa vie entière détruite en quelques minutes seulement. Quand nous sommes restés seuls dans la pièce avec le bébé dormant profondément, il s'est lentement approché de moi. Il s'est agenouillé à nouveau près de mon lit. Ses épaules tremblaient de pleurs. « Manon, je ne mérite pas ton pardon. Je ne te demanderai même pas de revenir avec moi parce que je sais que j'ai perdu ce droit. Je ne demande qu'une chose. Laisse-moi être le père de cet enfant. » Sa voix était brisée, pleine de supplications. « Laisse-moi corriger au moins une chose dans ma vie. » Je l'ai fixé longuement. J'ai regardé l'homme que j'avais aimé autrefois de tout mon cœur. L'homme qui m'avait brisé est le père de mon enfant. « Léo, » ai-je dit calmement. Je ne veux pas que mon enfant grandisse en se demandant qui est son père. Tu pourras assumer tes responsabilités envers lui. J'ai vu l'espoir dans ses yeux mais j'ai ajouté immédiatement, mais pour nous deux, Léo, tout est fini. La chute de l'empire de Pierre-Yves a été rapide et totale.
Leur entreprise a fait faillite. Pierre-Yves a été condamné à une longue peine de prison. Chloé et Monique ont fait face à leur propre procès. Et Léo, il a perdu son prestige, sa carrière et sa famille. Il a payé un prix terrible pour son ambition et sa faiblesse. Beaucoup ont demandé pourquoi je ne suis pas revenu avec Léo. La réponse est simple. J'ai réalisé que la chose la plus importante n'est pas la vengeance ou la richesse. C'est la petite vie dans mes bras. C'est la liberté de mon âme de lâcher le passé douloureux et d'avancer. J'ai choisi la vie d'une mère célibataire, riche non seulement en biens matériels mais aussi en paix d'esprit. Mon voyage m'a appris beaucoup de leçons pour les parents. J'ai appris que l'amour parental doit être un guide, pas une cage. Quand l'amour devient contrôle et désir de richesse et de pouvoir, il devient un poison qui détruit non seulement l'enfant mais toute la famille. Ce que Monique a fait à Léo est un rappel que le véritable amour libère, il n'a servi pas. Pour les enfants, l'histoire de Léo est une leçon sur la gratitude. Léo, dans sa course vers l'éclat du pouvoir et de l'argent, a oublié la valeur de la gratitude et de la responsabilité. Il a jeté un amour construit sur l'effort et le sacrifice pour quelque chose d'éphémère et de superficiel. Et concernant la nature humaine, j'ai appris qu'au milieu de la destruction et de la tromperie, le silence peut être l'arme la plus puissante. J'ai choisi la vengeance silencieuse mais tranchante. Pas seulement par colère, mais pour leur faire réaliser la valeur de ce qu'ils ont perdu. Surtout, mon message pour toutes les femmes, pour vous qui écoutez aujourd'hui, nous ne devons pas mettre tout notre bonheur entre les mains d'un homme. L'amour est beau et important, mais ce n'est pas tout. Cultivez toujours votre esprit. Ayez toujours votre propre argent. Gardez toujours une part de vous-même qui n'appartient qu'à vous. Car lorsque vous vous tenez sur vos propres pieds, vous atteignez le pouvoir suprême, le droit de choisir. J'ai permis à Léo de voir notre enfant, mais avec des limites claires. Mon pardon envers Léo n'est pas un accord pour se remettre ensemble. C'est un pardon au plus haut niveau. Je lui ai pardonné non pas pour lui, mais pour libérer ma propre âme du poids de la colère. Aujourd'hui, alors que je suis assise dans la chambre de mon enfant, en le regardant dormir profondément, je ressens une paix qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. C'est la vraie richesse. La paix, la liberté et l'amour inconditionnel pour un enfant. C'est mon histoire. L'histoire d'une femme qui a tout perdu mais qui a fini par trouver son vrai moi. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Ici se termine l'histoire de Manon. Que pensez-vous de la décision finale de Manon? Auriez-vous fait différemment à sa place? Partagez vos pensées dans la section commentaires ci-dessous. Je lis chacun de vos messages. Si cette histoire vous a apporté une leçon ou a touché vos émotions, n'oubliez pas de laisser un like. Partagez-la avec quelqu'un qui comprendra aussi, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires de vie. À la prochaine fois pour un nouveau récit, et qui sait, la prochaine fois, c'est peut-être votre histoire que nous écouterons.